Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma variante solo pour le jeu Kitara. Vous avez été nombreux à me le demander suite à ma présentation des règles et ma critique du jeu. Alors c'est maintenant le temps de vous la présenter, sans plus tarder. Kitara en mode solo. C'est parti! Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la présentation de ma variante solo pour le jeu Kitara. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo de présentation des règles et ma critique du jeu, je vous invite à le faire à l'instant à l'onglet qui apparaît à l'écran. Sinon, sans plus tarder, on y va avec la présentation de ma variante solo. Très simple, ça se joue avec une configuration similaire à une partie à 2 joueurs, à quelques exceptions près, je vous explique ça à l'instant. On a le choix dans le jeu avec 2 decks de cartes, le rouge et le bleu. Dans le cas du mode solo, le rouge étant le niveau facile et le bleu étant le niveau plus difficile, ou on va dire régulier si on veut. Puisque dans le deck rouge, on a des blés ici qui vont nous permettre de nourrir notre armée. Le joueur qu'on va affronter n'a pas à faire cette phase de jeu-ci. Il ne prend pas en considération la nourriture puisque c'est son territoire, il connaît tout ça. Alors, c'est pourquoi ce deck-ci nous aide, mais n'aide pas nécessairement notre adversaire. Donc, le mode normal ou difficile va être avec le deck bleu. C'est avec celui-ci que je vais vous faire la présentation de la partie. On a ici mon personnage, ma carte de niveau 0. J'ai mon personnage que je vais affronter, qui est le lion présentement, mais ça n'a aucune importance. C'est juste pour la couleur des meeples. Il n'y a pas d'asymétrie dans les peuples. Je lui attribue une carte de niveau 0 également. Et j'ai mon offre ici de cartes de niveau 1 avec mon deck de cartes classé de 1 à 5. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Donc, on va positionner nos 3 guerriers dans notre zone de départ. On va toujours commencer dans le bas de la carte. Notre adversaire va toujours commencer dans le haut de la carte. Donc, je l'ai positionné ici avec ces 3 soldats qui correspondent aux guerriers de sa carte de niveau 0. Ensuite, j'ai déposé l'offre, toutes les cartes, donc les 6 cartes de niveau 1. Et là entre en jeu une particularité de la mise en place pour une partie solo. En commençant par la première carte de l'offre, je vais regarder les tribus, donc les soldats qui sont présents. Dans le cas présent, ici, j'ai un guerrier et l'assemblage de ces cartes-ci composera la mise en place de départ, si on veut, de notre adversaire. Alors, c'est ce qui m'amène à vous parler des règles de base du jeu. Il n'y en a pas tellement, 3. Et la première étant ce qui va départir tout ce qui est positionnement sur la map. Donc, notre adversaire va toujours utiliser un positionnement en priorisant de gauche à droite et de haut en bas. Comme le sens d'écriture, donc on va toujours fonctionner de cette façon-ci pour déterminer l'emplacement lorsqu'on se pose des questions. On revient donc à notre positionnement de départ. On a ici un guerrier qui apparaît dans le deuxième territoire ou le premier suivant la case de départ. Donc, j'en positionne un ici. C'est simplement pour la mise en place du jeu de base. Donc, ici, j'ai un soldat. Ensuite, je suis avec un centaure que je pose dans le deuxième territoire. Je descends donc sur ce territoire-ci pour y poser un soldat. Je m'en vais ici avec un centaure. Je suis maintenant avec une carte qui n'a rien, donc je ne mettrai aucun peuple ici. Je m'en vais à l'autre ici avec un soldat et un héros. C'est mon positionnement de départ. Donc, ce sera toujours avec le deck bleu, ces figurines-là qu'on va avoir à poser, mais dans un ordre différent selon l'emplacement de nos cartes de départ qu'on aura. Le deck rouge représente une configuration différente, puis même il y a un soldat de moins qui va apparaître, donc c'est pourquoi le deck est plus facile aussi. Donc nous on commence comme une configuration de base et notre adversaire a déjà ça sur le plateau, donc on va devoir interagir avec. Les cartes qui sont ici restent en place, c'est seulement pour la mise en place, mais le reste du jeu se déroule comme une partie normale. On va commencer étant le premier joueur, donc j'ai le jeton premier joueur ici, mais dans le mode solo, on va toujours être le premier joueur, donc on va jouer toutes nos actions, il va jouer toutes ses actions et on va faire ça de façon alternative. Donc on n'aura pas de changement de premier joueur qui se fera. J'ai mis ici les jetons héroïques que j'ai sortis du sac, que je préfère mettre sur un plateau ici face cachée.
puisque lorsque mon héros va piocher ici, mon adversaire, on va les garder face cachée si on n'est pas obligé de les regarder, ce qui va amener une petite complexité. On ne pourra pas compter ses points, donc c'est peut-être plus facile à ce moment-là de garder face cachée que si j'y vais en piochant, mais on peut très bien fonctionner avec le sac aussi, c'est à votre discrétion. Je suis le premier joueur, ma mise en place est déjà préparée. On peut donc commencer. Je commence donc avec la sélection de 2 cartes. Donc je peux prendre une des 2 cartes qui est ici et débuter mon positionnement. Donc je vais y aller avec ça ici, qui va me permettre ici d'aller chercher un centaure que je dois positionner dans une place où je suis présent. Donc je le mets ici sur ma case de départ. Ensuite, on va à l'étape déplacement. J'ai mon petit jeton, j'ai 2 points de déplacement. Donc je vais m'en venir ici, je vais faire 1 et je vais faire 2. Ce qui m'a fait mes 2 points de déplacement. C'est simple comme ça. J'ai pas d'action supplémentaire sur mes cartes de départ. Donc, on peut y aller dans la phase régulière du jeu, qui est tout simplement de piocher ma carte, ce que je viens de faire. À ce moment-là, on va déplacer les cartes. On va remplacer la carte qui est ici. Une carte de niveau 2 qui apparaît. Ensuite, on va pouvoir recruter, ce que j'ai fait avec mon centaure. J'ai tout simplement donc recruté. Ensuite, j'ai eu mon point de déplacement, mes 2 points de déplacement. On passe donc à l'étape scarrée. J'ai pas ici de points de réputation qui apparaissent, donc j'en fais pas par rapport à mes cartes. Mais on voit ici que j'ai mon centaure sur une des ruines, l'endroit ici avec la forêt, donc ça me permet de marquer 2 points. C'est un pointage durant la partie et j'ai pas de jeton héroïque, donc c'est complet pour mon tour. On peut y aller avec le tour de notre adversaire. Même chose pour lui, ici, on voit qu'il y a 2 cartes disponibles, donc il pioche une des 2 cartes qui est ici. Comment ça fonctionne pour piocher des cartes? On passe à la règle numéro 2. C'est tout simplement de regarder les cartes de bas en haut. En commençant par l'âge, donc on va prendre la carte, premièrement, qui a l'âge la plus élevée. Dans le cas présent, c'est 2 cartes de niveau 1, donc on va continuer à l'étape numéro 2. Ensuite, on va aller voir sur le score, donc si j'ai une icône ici, ça me permet donc de départager une carte. À ce moment-là, j'aurais pris cette carte-ci, mais présentement, j'en ai pas, donc je prends ni une ni l'autre. Je vais à l'autre niveau. On va au point de mouvement. Lui, il a un point de mouvement. Lui, il n'en a pas. Je vais donc sélectionner cette carte-ci. Si j'avais eu 2 points de mouvement, 1 point de mouvement, on prend celui qui a le plus de points de mouvement. Et si c'est égaux, on continue vers le haut en regardant celui qui a le plus de recrutement. Donc, c'est tout simplement la façon de procéder. Donc, on se rappelle ici qu'on prend celle-ci parce que j'ai un point de mouvement que je n'ai pas ici. À ce moment-là, je la mets comme deuxième carte qui est ici. C'est la carte que j'ai sélectionnée. Et sachant qu'à la fin de notre tour, on peut immédiatement défausser une carte et remplacer les cartes du marché. Parce qu'à 2 joueurs, on va défausser une carte à la fin de chacun des tours. On passe donc au recrutement. Donc, on voit ici qu'il recrute un soldat. Donc, j'ai mon guerrier qui est ici. Où est-ce que je place mon guerrier? Je le place à l'emplacement qui est une armée la plus forte. Et là, ça m'amène à vous donner les points de force des différents personnages. Le héros est certainement le plus fort de la tribu. Le centaure étant le deuxième et les guerriers étant les troisièmes. Donc, c'est ce qui détermine les forces. Mais avant tout, c'est le nombre de soldats qu'on a dans une armée. Ma première règle de recrutement, c'est qu'on va toujours renforcer une armée avec un héros. Donc, dans le cas présent, j'ai un héros. Je vais mettre ça ici. C'est ce qui va être mon point de recrutement. Sachant que pour notre adversaire, les héros, qui sont ces grosses figurines ici, ne pourront jamais être regroupés ensemble. C'est des leaders après tout, donc ils vont chacun de leur côté. On n'aura jamais 2 héros dans la même case. Ça, c'est valide juste pour notre adversaire. Alors, si j'en ai un qui apparaît, j'irai pas le mettre ici. Je vais plutôt aller le mettre dans le deuxième emplacement avec le plus de soldats. Donc, dans le cas présent, il irait ici. Par contre, si j'ai un centaure qui apparaît, encore là, je vais aller renforcer un emplacement avec un héros si j'en ai un. Par contre, si j'ai un emplacement avec une ruine qui n'est pas prise par un centaure, il va privilégier d'y aller dans une ruine parce que les centaures vont toujours courir après les ruines. Donc, vous allez avoir ça dans le fichier qui va être en description. C'est tout simplement un résumé des différentes règles. Il y en a quelques-unes, mais vous allez voir que c'est très simple. Je vous fais quelques tours de partie, puis vous allez comprendre comment ça se déroule. On passe donc à l'autre étape. Donc, j'ai 3 points de mouvement. Lorsqu'il fait ses mouvements, il va privilégier de faire une attaque avec un héros. C'est sa première action qu'il va regarder s'il est capable de faire. En regardant ici, j'ai un héros.
Et je peux aller faire une attaque ici et ou ici. Donc, c'est deux possibilités. Je vais toujours attaquer où est-ce que c'est le plus fort. Donc, dans le cas présent, on a dit que le centaure était plus fort que le guerrier. Alors, il va se déplacer vers le centaure qui est ici. Autre particularité d'une attaque avec notre adversaire, il ne va jamais abandonner un territoire, il va toujours laisser au moins une force derrière lui. Donc, la plus faible de son groupe va rester en arrière pour protéger l'emplacement. Sauf si c'est une ruine, à ce moment-là, j'aurais laissé ici un centaure en avoir eu un, mais j'en ai pas. Parce que les centaures vont toujours rester sur les ruines. Alors, ça me permet ici de me déplacer. Donc, lui, je dois me déplacer par ici. À ce moment-là, on va prendre un jeton qu'on va garder face cachée. On va seulement retourner les jetons si on doit les départir. Si j'ai plusieurs attaques et à ce moment-là, je dois choisir, je vais les dévoiler pour savoir c'est lequel que je vais garder. Il va toujours garder le plus haut. Mais sinon, il va les garder face cachée. Comme dans notre partie à nous, il va faire des attaques tout au long de son tour et il va garder à la fin seulement un seul jeton, le plus élevé de ceux qu'on aura récoltés. Si on récolte juste un, on le garde face cachée et ça me permet de ne pas savoir son pointage. J'ai un point de mouvement ici que j'ai fait avec mon héros. J'ai un deuxième point de mouvement. On voit ici que j'ai deux, mais je ne peux pas me déplacer ici. C'est 2 contre 2. Et en plus, il faut que je laisse un soldat derrière moi, donc je ne pourrai pas utiliser celle-ci. On regarde ensuite si j'ai des centaures qui ne sont pas sur des ruines, donc qui peuvent se rendre sur des ruines. À ce moment-là, on va les bouger. Dans ce cas présent, ce n'est pas le cas. Tout ce que je peux bouger, c'est ces 2 soldats ici. Et on se rappelle qu'on va toujours essayer de renforcer notre armée qui est la plus importante. Donc, elle est ici. Il me reste 2 points de mouvement. Donc, je vais suivre ma règle numéro 1 de base. Donc, je vais le tasser par ici. Et on voit qu'ici, je suis en mesure de prendre un territoire. Donc, je vais m'en venir ici pour prendre un territoire qui va être une savane supplémentaire. Donc, on se rappelle que j'ai laissé au moins un soldat en arrière. Mes points de mouvement sont faits. Donc, je n'ai pas de scoring par rapport à ça ici. Mais je contrôle ici 2 ruines, ce qui permet de marquer 4 points. Et on se rappelle qu'il y a également un jeton, donc il y a déjà en avance sur moi. Il va falloir surveiller ça de près. On peut donc passer à l'autre phase. Donc, c'est ma phase à moi. J'ai 3 cartes ici, donc 1, 2, 3 que je peux aller sélectionner. On va essayer d'aller me chercher peut-être ici un héros qui va me permettre d'aller chercher un comme ça et un comme ça. Et on va essayer d'aller attaquer dans ce coin-ci. Donc, je peux passer à mes phases de mouvement. J'ai seulement 2 mouvements. On s'en vient ici avec mon centaure et mon personnage qui est ici. Donc, ils vont être obligés de retourner. Il va toujours retourner vers l'emplacement le plus proche. Ici, il y en a plusieurs. C'est la règle numéro 1 qui va déterminer lequel il va aller en suivant de gauche à droite, de haut en bas. Donc, dans le cas présent, il monte ici. Et ça me permet, moi, de en laisser un en arrière pour un point de mouvement. Et je vais me déplacer un autre personnage ici. Puisque j'ai besoin de savanes. On voit ici que j'ai 1, 2, 3 savanes. Et ça me prend 3 savanes avec des guerriers pour garder 3 cartes. C'est pour nourrir mon peuple. On se rappelle que notre adversaire n'a pas ce souci-là. Il n'a pas besoin de regarder ça. Donc, dans mon cas, c'est complété. Je regarde ici, j'ai réussi à faire une attaque. Donc, je vais me regarder. Oh, j'ai fait un 5 points. Je peux me le garder face ouverte. Moi, ça ne cause pas trop de problèmes. Et donc, j'ai également un centaure qui est ici qui me permet d'aller marquer 2 autres points. Compléter mon tour, on passe donc à notre adversaire. Donc, je vais regarder le marché ici. On regarde, il y a 2 cartes qui sont ici, donc il peut choisir entre ces 2 cartes-ci. On part d'en bas, donc c'est 2 cartes de niveau 1. Et on regarde ici, j'ai une carte de pointage. Donc je prends cette carte-ci puisqu'on part du bas vers le haut. Et le premier que je rencontre, c'est celle-ci. Autre particularité de notre adversaire ne fera pas une série de cartes. Il n'y a pas besoin de nourrir de peuple. Il ne défaussera jamais de cartes. Il va tout simplement les empiler sur sa deuxième carte. La carte de niveau 0 va toujours rester apparente. Toutes les autres cartes vont s'empiler ici. Ce qui me permet donc d'avoir un jeu facile à contrôler pour mon adversaire. On voit ici qu'il a pris une carte, donc le prochain tour, j'aurai le choix entre les 3 premières cartes au lieu des 2, puisque ici, ça me permettra de le faire. J'ai pas de nouvelles troupes, j'ai pas de nouveaux mouvements. On se rappelle que j'ai un point de scoring, mais j'ai quand même 2 mouvements à faire, donc on va pouvoir les procéder de façon qu'on a ici. On se rappelle qu'on va toujours attaquer en premier lieu avec notre héros. Héros pourrait s'en venir ici, mais comme je dois laisser une troupe en arrière, je ne peux pas y aller, mais ça ici, c'est disponible. Alors, il va s'en venir ici pour attaquer ça ici. Donc, je vais tasser ça. Ça lui permet donc de prendre un jeton que je garde face cachée.
Et j'ai un deuxième mouvement, donc je peux pas me rendre ici, je peux pas me rendre ici, donc ça je le ferai pas. Les seuls que je peux bouger, c'est ces deux ici, et je veux aller renforcer mon armée ici. Donc je vais m'en aller par ici pour essayer d'aller renforcer mon armée qui fait ses attaques. Mes 2 points de mouvement sont faits. J'ai un point de prospérité qui apparaît sur ma carte. Donc je prends ça ici, et 2 et 2. Je rajoute un 4 points. Donc ça fait 4 points. Donc on voit que après 2 tours, c'est quand même 9 à 4. Il a quand même pris pas mal d'avance. Et vous allez voir que ça va se complexifier. On peut donc défausser cette carte-ci, tasser les cartes qui sont ici, dévoiler 2 autres cartes, et on procède à l'autre tour. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Je vais le faire si ça vous intéresse dans une autre vidéo, donc je vais compléter ma partie, vous pourrez venir l'assister. Je vais tout simplement vous terminer les derniers points de règle. Lorsque notre adversaire va piocher plusieurs jetons, ou même nous, lorsqu'on pioche plusieurs jetons, plutôt que de les remettre dans le sac, puisqu'on n'a pas de sac ici, je vais les enlever de la partie. Donc, ma limite ici, c'est le nombre de jetons que j'ai présents. Ça ne retourne pas dans le marché. Donc, on a quand même une certaine gestion à faire. Puis lorsqu'on va voir des 5 se mettre de côté ici, ça ne nous tentera pas nécessairement. Mais c'est ma particularité au niveau du challenge. C'est plus facile à gérer au niveau des jetons également. Et au niveau du pointage final, l'autre particularité, sachant que lui, il ne défausse jamais de cartes, et nous, à un moment donné, on va devoir en défausser parce qu'on n'a pas assez de nourriture pour pouvoir nourrir tout le monde, donc on va défausser des cartes. Plutôt que d'avoir 2 points par carte qu'on va marquer, on va marquer selon l'âge. Donc cette carte-ci a une valeur de 1, de 0, de 1, mais ici c'est de 2, donc plus les cartes avancent en âge, et plus on va marquer de points. Assurément, il va faire plus de points que nous ici, puisqu'à tous les tours, il pioche une carte et il prend en premier lieu la carte qui a le plus haut niveau d'âge. Donc, éventuellement, à la fin de la partie, il va nécessairement avoir plus de points avec ses cartes d'âge. On peut essayer de le voir en prenant nos cartes, en pensant que lui, il va prendre, on sait le nombre de cartes, donc on peut quand même jouer là-dessus. Il va avoir l'avantage là-dessus. Ça, c'est sûr. En cours de partie, il marque quand même pas mal de points et les jetons sont présents. Donc, ça fait quand même un pointage assez serré lorsqu'on arrive à la fin. Alors, c'est ce qui complète ma présentation de mon challenge solo pour Kitara. Quelques règles, mais assez simples à assimiler. Et vous allez voir qu'en jouant, ça revient tout naturellement. On se pose quelquefois des questions, mais sachez qu'il y a toujours la règle 1 qui va départir. Donc, de gauche à droite, de haut en bas. Alors, on suit ça, puis généralement, ça va assez bien. Ça reste des parties assez serrées. Alors, j'ai bien hâte de savoir votre pointage. Donc, vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Vous me partagez vos pointages également. Puis, si ça vous intéresse, je vous invite à continuer avec l'autre vidéo pour la fin de la partie et voir si je vais remporter mon challenge avec mon adversaire à Kitara. Alors, c'est à vous de jouer maintenant. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.